Avez-vous déjà pensé qu'un seul mot pouvait faire exploser toute votre vie? Un mot prononcé au pire moment, devant les mauvaises personnes, c'est l'histoire d'une famille qui semblait parfaite, bâtie sur l'ambition et l'amour d'une mère pour son fils unique. Mais sous le vernis du succès se cachait une blessure profonde, un secret inavouable. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un dîner d'anniversaire qui a viré au cauchemar, révélant des vérités que personne n'était prêt à entendre. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir va bien au-delà d'une simple dispute familiale. C'est une histoire de survie, de rédemption et du prix terrible des préjugés. Au centre de cette histoire, il y a Véronique, une femme de caractère qui s'est construite seule. Partie de son petit village d'Auvergne, elle est arrivée à Lyon avec une seule ambition, réussir. Et elle a réussi. Devenue expert comptable dans un grand cabinet, elle a gravi les échelons grâce à une volonté de faire. Son fils, Julien, né tardivement d'un mariage heureux mais tragiquement court, est devenu le centre de son univers. Elle a tout investi en lui, son temps, son argent, ses espoirs. Julien était sa plus grande fierté. Brillant étudiant à l'INSA de Lyon, promis à une carrière éclatante de développeur, il était le fils parfait. Mais la perfection cache souvent des failles. Et il y a Léa, la jeune femme que Julien a ramenée dans sa vie. Douce, discrète, infirmière, issue d'un milieu modeste. Pour Véronique, elle représentait tout ce qu'elle avait fui, la province, la simplicité, le manque d'ambition. Elle était persuadée que cette fille n'était qu'une profiteuse, une menace pour l'empire qu'elle avait si durement bâti pour son fils. Le restaurant était somptueux, un établissement réputé sur la presqu'île de Lyon, avec ses nappes blanches immaculées et ses verres en cristal qui scintillaient sous la lumière tamisée. Véronique rayonnait. Pour ses 65 ans, elle avait voulu une fête mémorable. Entourée de ses amis et de ses anciens collègues, elle savourait chaque compliment, chaque toast porté en son honneur. Assis à sa droite, son fils Julien, élégant dans son costume bien coupé, semblait un peu tendu. À côté de lui, Léa, sa compagne, paraissait mal à l'aise dans cette atmosphère opulente. Sa robe simple, bien que jolie, détonnait au milieu des tenues de soirée des autres invités. Véronique l'observait du coin de l'œil, un léger sourire de mépris aux lèvres. Cette fille n'était décidément pas du même monde. Chaque fois que son regard croisait celui de Léa, elle y voyait une sorte de défi silencieux, une gêne qui la confortait dans ses certitudes. Elle ne méritait pas son fils, elle ne méritait pas sa place à cette table. Le moment des discours arriva. Les amis de Véronique se succédèrent, évoquant sa carrière exemplaire, sa force de caractère, son dévouement en tant que mère. Elle buvait leurs paroles, le cœur gonflé de fierté. Puis ce fut au tour de Julien. Il se leva, son verre de Saint-Véran à la main. Léa se leva avec lui, posant une main discrète sur son bras. Tous les regards se tournèrent vers eux. « Maman, » commença Julien, sa voix légèrement tremblante d'émotion, « tu sais tout ce que je te dois. Tu as fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Ton amour et tes sacrifices ont été mon guide. » Véronique sentit les larmes lui monter aux yeux. Voilà son fils, son œuvre, la preuve vivante de sa réussite. Julien continua, évoquant leur complicité, les épreuves surmontées ensemble. Il déposa une enveloppe contenant son cadeau sur la table. « Mais ce soir, Léa et moi avons un autre cadeau pour toi, le plus important de tous. » Un silence se fit dans la salle. Julien serra doucement la main de Léa et la regarda avec une tendresse infinie. « Le plus beau cadeau, tu le recevras en mars prochain, quand tu viendras nous voir à la maternité. » L'annonce explosa comme une bombe de joie. Des exclamations, des applaudissements fusèrent. Les invités se levèrent pour féliciter le jeune couple. Léa, rouge de confusion et de bonheur, baissa les yeux. Julien la serrait contre lui, rayonnant. Seule Véronique restait assise, son visage figé dans un masque de stupeur. Un petit enfant, elle en avait rêvé, mais pas comme ça, pas avec cette fille. Une pensée froide et venimeuse traversa son esprit, alimentée par des mois de suspicion et de mépris. La scène qu'elle avait surprise à la clinique quelques semaines plus tôt lui revint en mémoire. Léa, souriant à ce médecin séduisant, la colère et la jalousie l'aveuglèrent. Elle se leva lentement, sa coupe de champagne tremblant dans sa main.
Le brouhaha s'estompa alors que tous les regards se tournaient vers la jubilaire. « Julien !» Sa voix était tranchante, glaciale. « Tu es sûr que cet enfant est de toi ?» Le silence qui suivit fut absolu, pesant, assourdissant. On aurait pu entendre une mouche voler. Les sourires se figèrent sur les visages des invités. Julien la dévisagea, le souffle coupé, la pâleur envahissant ses traits. La douleur et l'incompréhension dans ses yeux étaient si vives qu'elles auraient dû faire reculer sa mère. Mais Véronique, portée par sa certitude toxique, ne sia pas. Léa, quant à elle, semblait avoir reçu un coup en plein visage. Elle lâcha le bras de Julien, recula d'un pas, les larmes emplissant ses yeux. Sans un mot, elle se retourna et quitta la salle d'un pas rapide, la tête haute malgré l'humiliation. Julien lança un regard chargé de dégoût et de rage à sa mère, avant de se précipiter à la poursuite de sa compagne. La fête était terminée. Cette dureté, Véronique l'avait cultivée comme une armure. Elle se revoyait, jeune femme, descendant du train à la gare de Perrache, son unique valise à la main. Elle avait quitté son village sans un regard en arrière, fuyant une vie de labeur et un avenir tout tracé. Lyon était une promesse. La faculté de sciences économiques, une porte de sortie. Elle travaillait sans relâche, habitée par la peur panique de devoir un jour retourner d'où elle venait. Ses professeurs avaient remarqué cette étudiante acharnée, et le doyen lui-même lui avait trouvé un premier poste dans un cabinet comptable. « Ne me décevez pas, Véronique, » lui avait-il dit. Elle ne l'avait jamais déçu. Elle passait ses nuits sur les dossiers, dévorait la littérature professionnelle, se formait sans cesse. Sa vie personnelle était en suspens. L'amour, le mariage, les enfants, tout cela viendrait plus tard. Il fallait d'abord construire les fondations de son indépendance financière, une pensée rare pour une femme de sa génération. Puis Vincent était entré dans sa vie, un chauffeur de VTC charismatique, rencontré un soir de fatigue après une clôture de bilan interminable. Il était plus jeune, drôle, insouciant, il l'avait fait rire comme personne. Avec lui, elle avait l'impression de rattraper sa jeunesse perdue. Il s'était rapidement installé dans son appartement du 6e arrondissement qu'elle venait d'acheter après 10 ans d'économie. Il cuisinait divinement, s'occupait du ménage, la couvrait de compliments. Véronique flottait sur un nuage. Elle ne voyait pas les signaux d'alarme, le fait qu'il ait rapidement arrêté de travailler, prétextant la dangerosité du métier, ces petits boulots nocturnes qui le laissaient épuisé mais heureux. Elle mettait ça sur le compte de sa fierté à gagner un peu d'argent. La réalité était bien plus sordide. Elle finançait, sans le savoir, les rendez-vous galants qu'il avait avec d'autres femmes, plus jeunes, plus naïves encore. La découverte fut brutale. Lors d'un déplacement professionnel à Annecy, elle le vit à la table d'un restaurant, au bord du lac. Il roucoulait avec une jeune femme, lui tenant la main, le même regard charmeur qu'il posait sur elle chaque jour. La scène était idyllique, un cliché romantique. Sauf que l'homme était le sien. Le choc fut terrible, la confrontation, violente. Une fois démasqué, Vincent laissa tomber le masque de l'amoureux transi pour révéler un homme cruel. « Mais qu'est-ce que tu croyais ? Je suis jeune, j'ai envie de m'amuser. Toi, tu es vieille, autoritaire et ennuyeuse. Qui voudrait de toi ?» Ces mots la marquèrent au fer rouge. Elle le chassa de sa vie et de son appartement, mais la blessure resta. Elle se jura de ne plus jamais se laisser abuser, de ne plus jamais faire confiance à la légère. Cette expérience avait forgé en elle une méfiance quasi pathologique, surtout envers ceux qui semblaient trop beaux pour être vrais. Des années plus tard, alors qu'elle approchait de la quarantaine, Antoine Moreau entra dans sa vie. Directeur général d'une entreprise partenaire, il était tout l'opposé de Vincent. Posé, élégant, divorcé et père de grands enfants, il la courtisa avec respect et admiration. Il n'y avait pas la passion dévorante qu'elle avait connue avec Vincent, mais un sentiment profond de sécurité et de tendresse. Elle accepta sa demande en mariage, le prévenant honnêtement qu'elle ne pourrait sans doute jamais lui donner d'enfant. Plusieurs tentatives par le passé s'étaient soldées par des échecs. Antoine lui assura que cela n'avait aucune importance. Il était déjà père et l'aimait, elle, pour ce qu'elle était. Quelle ne fut pas leur surprise quand, quelques mois après le mariage,
Véronique découvrit qu'elle était enceinte. À 41 ans, c'était un miracle, un don du ciel qu'elle n'osait plus espérer. Antoine était fou de joie, persuadé que ce serait un garçon. Le bonheur fut de courte durée. Quelques mois avant la naissance, Antoine fut emporté par un AVC foudroyant. Véronique se retrouva veuve, enceinte et anéantie. Le monde s'écroulait autour d'elle. C'est la petite vie qui grandissait en elle qui lui donna la force de continuer. Julien naquit, petit et fragile mais bien vivant. Il devint son unique raison d'être, le centre de son univers. Elle quitta le grand appartement d'Antoine pour retourner dans le sien, laissant l'héritage aux enfants de son défunt mari. Elle se consacra corps et âme à son fils. Elle dépensa des fortunes en médecins et spécialistes pour surmonter les fragilités de sa naissance prématurée. Puis, elle investit tout dans son éducation. Leçons de piano, club de natation, cours de soutien. Elle voulait qu'il ait toutes les chances, qu'il devienne meilleur qu'elle, qu'il ne manque jamais de rien. Julien était son chef-d'œuvre, la justification de sa vie entière. Et il ne la déçut pas. Julien était un enfant brillant, puis un adolescent exemplaire. Il collectionnait les bonnes notes, les médailles sportives et développa une passion pour l'informatique qui le mena tout droit à l'INSA, l'une des meilleures écoles d'ingénieurs de Lyon. Véronique était sur un nuage, son fils était parfait. Puis, en 4e année, tout a basculé. Le Julien studieux et attentionné se transforma. Il commença à sortir tard, à fréquenter des gens qu'elle ne connaissait pas. Au début, elle se dit que c'était normal. Un jeune homme de son âge devait bien s'amuser. Elle prenait sur elle pour ne pas montrer son anxiété quand il rentrait à l'aube, titubant et sentant la fumée froide. Elle voulait être une mère moderne, compréhensive, mais la situation empira rapidement. Les absences en cours se multiplièrent, les notes chutèrent. Le directeur des études l'appela. Julien risquait l'exclusion. Ce fut un choc terrible. Elle tenta de lui parler, mais se heurta à un mur d'agressivité. Son fils, son doux Julien, lui répondait avec une violence qu'elle ne lui connaissait pas. « Laisse-moi vivre, t'en as pas marre de tout contrôler » hurlait-il. Il n'était plus le même. Il y avait dans ses yeux une lueur dure, une tension permanente. Véronique ne reconnaissait plus son enfant. Elle essaya de lui couper les vivres, pensant le ramener à la raison. Mais les sorties continuèrent, et bientôt elle comprit comment il les finançait. Un matin, en cherchant un collier, elle constata que plusieurs de ses bijoux en or avaient disparu de sa boîte. La montre que lui avait offerte Antoine, un bracelet de sa propre mère, des objets d'une valeur sentimentale inestimable. La trahison la laissa sans voix, le cœur en miettes. Le point de non-retour fut atteint quand elle apprit son exclusion officielle de l'INSA. Elle explosa. La confrontation fut d'une violence inouïe. Il l'insulta, la traita de tous les noms, puis claqua la porte, et il disparut. Pendant plusieurs semaines, Véronique vécut un enfer. Chaque sonnerie de téléphone la faisait sursauter, espérant que ce soit lui, craignant que ce soit la police ou l'hôpital. Elle arpentait son appartement comme une lionne en cage, torturée par la culpabilité et l'angoisse. Avait-elle été trop exigeante, trop étouffante, ou avait-elle échoué? Elle qui avait tout sacrifié pour lui, qui pensait avoir tout fait correctement. Les nuits étaient les pires, peuplées de cauchemars où elle voyait son fils dans les pires situations. Elle se sentait impuissante, brisée. C'était la pire épreuve de sa vie, plus douloureuse encore que la perte de son mari. Un soir, il est revenu, ou plutôt, son fantôme. Il était devant la porte, hagard, amaigri, les vêtements sales. Il ressemblait à un sans-abri. La colère de Véronique s'évapora, remplacée par un immense soulagement et une pitié infinie. Elle le fit entrer, le lava, le nourrit, sans poser de questions. Il était de retour, c'était tout ce qui comptait. Progressivement, les choses rentrèrent dans l'ordre, comme par miracle. Il cessa de sortir, coupa les ponts avec ses mauvaises fréquentations. Grâce aux anciennes excellentes notes de Julien, et peut-être à 1 ou 2 contacts de Véronique, il fut réintégré à l'école l'année suivante. Il se replongea dans les études avec une détermination nouvelle. Un soir, il vint la trouver, la tête basse. « Maman, je suis désolé, pour tout. » Il lui promit de lui rembourser chaque centime. Véronique, en larmes,
le serra dans ses bras. Son fils était sauvé. Elle était persuadée que ses prières et ses efforts avaient fini par payer. Les années qui suivirent furent idylliques. Julien obtint son diplôme avec mention, fut embauché dans une start-up en pleine croissance dans le quartier de la Part-Dieu. Il gravit rapidement les échelons, gagna très bien sa vie et s'acheta un superbe appartement moderne dans le nouveau quartier de Confluence. Il remplit sa promesse, offrant à sa mère des bijoux encore plus beaux que ceux qu'il avait volés. Tout semblait être rentré dans l'ordre, le mauvais épisode n'étant plus qu'un lointain souvenir, une crise d'adolescence tardive. Véronique était de nouveau la mère la plus fière du monde. Pourtant elle sentait bien qu'une part de son fils lui échappait. Il y avait cette jeune femme dans sa vie, il ne pouvait pas le nier. Mais chaque fois qu'elle abordait le sujet, il restait évasif. Chaque chose en son temps, maman. Cette cachotterie l'agaçait, mais elle prenait patience. Elle était sûre qu'il finirait par lui présenter une jeune femme à sa hauteur. Le jour où il annonça enfin « Je te présente quelqu'un ce soir », le cœur de Véronique s'emballa. Elle imaginait une jeune avocate, une architecte, ou peut-être une femme ingénieure comme lui. Elle prépara un dîner, raffiné, sortit sa plus belle vaisselle. Quand la porte s'ouvrit sur Léa, la déception fut immédiate et brutale. Une petite jeune femme menue, au visage doux, mais aux vêtements simples, un sac à main en simili-cuir à l'épaule. Elle avait l'air intimidée, presque effacée à côté de son Julien, si grand et si sûr de lui. Durant toute la soirée, Véronique lutta pour masquer son désarroi. Elle analysait chaque détail, sa façon de parler, son accent qu'elle jugeait légèrement provincial, ses mains sans manucure. Dans son esprit, le verdict était sans appel. Cette fille n'était pas assez bien pour lui. C'était une petite souris de campagne qui avait mis le grappin sur un parti exceptionnel. La conversation confirma ses pires craintes. Léa venait d'un petit village près de Saint-Étienne, une famille nombreuse et modeste. Elle n'avait pas fait l'université, mais une école d'infirmière. Un petit diplôme, pensa Véronique avec dédain. Elle travaillait dans une clinique privée. Un métier honorable, certes, mais sans envergure, sans prestige. Véronique posait des questions faussement bienveillantes. « Et vous ne regrettez pas de ne pas avoir poussé vos études plus loin ?» Léa répondit simplement qu'il avait fallu qu'elle travaille pour vivre. Cette réponse, au lieu de susciter l'admiration de Véronique, ne fit que renforcer ses préjugés. Elle y voyait une preuve de manque d'ambition. Elle était persuadée que Léa voyait en Julien un ticket pour une vie facile, un ascenseur social. L'histoire de Vincent lui revenait en mémoire. Elle ne laisserait pas son fils se faire avoir de la même manière. Quelques mois plus tard, une douleur au ventre la conduisit à prendre rendez-vous pour une échographie. La clinique la plus proche et la plus rapide était une clinique privée et réputée du 6e arrondissement. En attendant dans le hall élégant, elle entendit une voix familière. C'était Léa, en uniforme d'infirmière, qui guidait un patient. Le hasard, pensa Véronique. Elle se cacha à moitié derrière un magazine, l'observant. Léa semblait très à l'aise, professionnelle. Puis un médecin sortit de son cabinet, un homme grand, séduisant, la quarantaine élégante. Il s'adressa à Léa avec un grand sourire. Le regard qu'il posait sur elle ne laissa aucune place au doute dans l'esprit de Véronique. C'était un regard d'admiration, un regard d'homme intéressé. Léa lui répondit en souriant, et ils échangèrent quelques mots qui parurent complices à Véronique. La jalousie et la suspicion s'emparèrent d'elle. Pour Véronique, la scène était une preuve irréfutable. Sa future belle-fille flirtait ouvertement avec son collègue sur son lieu de travail. Quelle honte! Son pauvre Julien, si naïf, si amoureux, ne voyait rien. Il se faisait tromper sous ses yeux. En sortant de la clinique, rassurée sur sa santé mais bouleversée par ce qu'elle avait vu, elle appela immédiatement son fils. « J'étais à la clinique de Léa. Tu devrais voir comment un certain médecin la regarde. Et elle ne semble pas indifférente. » Elle s'attendait à de l'inquiétude, à des questions. Au lieu de cela, la réponse de Julien fut glaciale. « Maman, arrête. Léa est une femme magnifique, c'est normal qu'on la regarde. J'ai une confiance absolue en elle. C'est la seule personne en qui je peux avoir confiance. » Cette dernière phrase fut comme un coup de poignard. « Et moi, ta mère, tu n'as pas confiance en moi ?» Un silence.
Ces derniers temps, non, je ne suis plus très sûr, répondit-il avant de mettre fin à la conversation. Retour au présent. 2 mois s'étaient écoulés depuis la soirée d'anniversaire catastrophique. 2 mois de silence absolu. Julien ne répondait plus à ses appels, ne lisait plus ses messages. Elle avait essayé de passer chez lui, mais n'avait pas osé utiliser son double des clés. Elle se sentait exclue, bannie. La solitude lui pesait plus que jamais. Ses amis essayaient de la réconforter, certains la félicitant même pour son courage. « Tu as bien fait de crever l'abcès », lui disait une amie, elle-même en guerre avec sa belle-fille. Mais Véronique ne ressentait aucune victoire, seulement un vide immense. Son fils lui manquait terriblement. Elle revoyait sans cesse son visage décomposé par la douleur et la colère. Avait-elle été trop loin? Sans doute. Mais elle restait persuadée d'avoir eu raison sur le fond. Cette Léa était une manipulatrice qui était en train de lui voler son fils. Un après-midi, alors qu'elle brodait devant la télévision pour tromper son angoisse, elle entendit la clé tourner dans la serrure. Son cœur fit un bond. C'était Julien. Il se tenait dans l'entrée, le visage grave, les traits tirés. Il avait l'air plus âgé, plus dur. « Maman, il faut qu'on parle, » dit-il d'une voix sans appel. Elle se leva, laissant tomber son ouvrage. « Julien, je suis tellement désolée pour ce soir-là. J'ai été... » Il la coupa d'un geste de la main. « Ce n'est pas de tes excuses dont j'ai besoin. C'est que tu comprennes, que tu saches enfin la vérité, toute la vérité. » Il s'assit sur le canapé, l'invitant à faire de même. Le ton était si solennel que Véronique sentit un frisson de peur la parcourir. Quelle vérité! Que pouvait-il y avoir de pire que ce qu'elle imaginait déjà? Julien commença son récit, et le fils parfait qu'elle avait connu s'effaça pour laisser place à un étranger. « Tu te souviens de ma 4e année à l'INSA, quand tu disais que je traversais une crise? Ce n'était pas une crise, maman, c'était une chute libre. » Il lui parla de la pression constante de devoir être le meilleur, de répondre à ses attentes démesurées. Il lui parla de Sébastien, ce nouvel étudiant arrivé dans sa promo, plus âgé, plus libre, un garçon qui se moquait des règles et qui vivait pour l'instant présent. À côté de lui, je me sentais comme un enfant sage et ennuyeux. J'ai voulu lui ressembler, j'ai voulu être libre moi aussi. Il lui raconta les premières soirées, les nuits en boîte de nuit, l'alcool qui désinhibe. Véronique écoutait, pétrifiée. Ce n'était que le début. Sébastien et ses amis m'ont ouvert les portes d'un autre monde, un monde où on ne pensait pas au lendemain. Julien marqua une pause, cherchant ses mots. Dans ce monde, pour tenir toute la nuit, pour se sentir plus fort, plus drôle, plus confiant, il y avait des aides. Il n'en dit pas plus, mais Véronique comprit. Les drogues, son fils, la nausée la submergea. Il lui décrivit la spirale infernale, le besoin de recommencer, encore et encore, l'université qui n'avait plus aucune importance, les examens manqués et le besoin constant d'argent. C'est là que j'ai commencé à prendre tes bijoux. Je n'en suis pas fière, je n'étais plus moi-même. La seule chose qui comptait, c'était de trouver de l'argent pour la prochaine soirée. Chaque mot était un coup de poignard dans le cœur de Véronique. Elle avait vécu à côté de cet enfer sans rien voir, aveuglée par son propre orgueil. Puis il en arriva à la fameuse dispute, le jour où il avait quitté l'appartement. Sans argent, sans rien, il avait rejoint ses amis. Mais la chute ne s'arrêta pas là. Il se retrouva rapidement à la rue, dormant dans des squats, commettant de petits larcins pour survivre et financer sa consommation. Il était devenu l'ombre de lui-même, un déchet de la société. J'ai touché le fond, maman, vraiment le fond. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus, j'étais juste une loque humaine qui attendait la fin. Il ferma les yeux comme pour revivre la scène. Un soir, sous une pluie glaciale, je me suis effondrée sur le banc d'un arrêt de bus, à Vénissieux. Je n'avais plus la force de bouger. Je sentais mon corps me lâcher. Je crois que j'étais en train de mourir, et pour être honnête, ça m'était égal. Véronique étouffait un sanglot, la main sur la bouche. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Son fils, son précieux Julien, avait failli mourir seul, sur un trottoir. Et c'est là qu'elle est arrivée, continua Julien, sa voix s'adoucissant, comme une lumière dans la nuit. Elle rentrait de son service à l'hôpital. Elle aurait pu passer son chemin, comme tout le monde,
personne ne s'arrête pour un type qui ressemble à un drogué, mais pas elle. Il releva la tête et pour la première fois Véronique vit des larmes dans ses yeux. Elle s'est approchée. Elle m'a demandé si ça allait. Elle a vu que je ne répondais pas. Elle a pris mon pouls et elle a immédiatement appelé le SAMU. Elle ne m'a pas lâché la main jusqu'à ce que les secours arrivent. Cette fille, maman, c'était Léa. Le monde de Véronique bascula. Léa. Ce n'était pas une profiteuse. C'était une sauveuse, un ange gardien. Julien continua, racontant son séjour à l'hôpital. Léa était venue le voir plusieurs fois, pas pour le juger, mais pour s'assurer qu'il allait bien. Il lui a tout raconté, toute sa descente aux enfers. Elle l'a écouté avec une compassion et une gentillesse qu'il n'avait jamais connue. Elle a vu le pire de moi, maman, un déchet humain, et elle n'a pas fui. Au contraire, elle m'a parlé de sa propre vie, de ses difficultés et de sa famille. Elle m'a montré qu'on pouvait s'en sortir même en partant de rien. C'est elle qui m'a donné l'envie de me battre. Il lui raconta comment, à sa sortie, il avait failli replonger. Il était retourné à une soirée avec ses anciens amis. J'étais sur le point de faire la même erreur et mon téléphone a sonné. C'était Léa. Elle avait deviné. Sa voix était calme mais ferme. Elle m'a dit « Julien, c'est eux ou moi. Tu dois choisir, maintenant. » Il la regarda droit dans les yeux. « J'ai choisi, maman. J'ai quitté cette soirée et je suis allée chez elle. Je ne les ai plus jamais revus. C'est ce soir-là que ma nouvelle vie a commencé, une vie que je lui dois entièrement. » Le silence s'installa dans la pièce, lourd de toutes ces révélations. Véronique était anéantie. Toute son histoire, toutes ses certitudes, tout son jugement sur Léa, tout était faux. Tout était basé sur son ignorance et ses stupides préjugés. Elle avait méprisé, insulté et humilié la femme qui avait sauvé la vie de son fils. La honte la submergea, une vague brûlante et douloureuse. Chaque réussite depuis ce jour, reprit Julien, mon diplôme, mon travail, cet appartement, je l'ai fait pour elle, pour être digne d'elle. Elle ne m'a jamais rien demandé, mais elle m'a tout donné. Surtout, elle m'a redonné confiance en moi. Elle m'a appris ce qu'était le véritable amour, sans condition, sans attente. Il se leva et commença à faire les 100 pas dans le salon, comme pour libérer une énergie trop longtemps contenue. On a décidé de ne rien te dire pour ne pas t'inquiéter. Léa ne voulait pas passer pour une sainte. Elle voulait juste que tu l'acceptes pour ce qu'elle est. Elle espérait construire une relation normale avec toi, mais tu ne lui as jamais laissé la moindre chance. Tu n'as vu en elle que ce que tes propres peurs projetaient, une petite provinciale profiteuse. Il s'arrêta devant elle, la dominant de toute sa hauteur. Et cette histoire à la clinique, le médecin que tu as vu, c'est le docteur Dubois, le chef de service, c'est le mentor de Léa. Il l'apprécie énormément pour son travail et il l'a aidé à obtenir une promotion et à préparer un concours pour évoluer. Il est marié, père de 3 enfants. La scène que tu as interprétée comme un flirt, c'était juste un homme qui félicitait une employée brillante et méritante. Chaque mot était un clou de plus sur le cercueil de l'arrogance de Véronique. Elle avait tout inventé. Elle avait construit un scénario monstrueux à partir de rien, juste pour valider sa propre haine. Elle avait sali la réputation d'une femme innocente, et pire, elle avait failli détruire le bonheur de son propre fils. Cet enfant, maman, cet enfant est un miracle, c'est le symbole de ma renaissance, c'est la preuve que l'amour peut tout guérir. Et toi, le jour le plus heureux de ma vie, tu as tout gâché, tu as tout sali. Sa voix était maintenant remplie d'une tristesse infinie. Il n'y avait plus de colère, seulement une profonde déception. Véronique éclata en sanglots, des sanglots bruyants, incontrôlables, qui venaient du plus profond de son âme. Elle pleurait sur sa bêtise, sur sa méchanceté, sur le mal qu'elle avait fait. Elle pleurait sur les années de souffrance de son fils qu'elle n'avait pas vu. Elle pleurait sur l'image qu'elle avait d'elle-même, celle d'une mère parfaite qui venait de voler en éclats. Elle n'était qu'une femme aveuglée par ses préjugés et son orgueil. Julien la laissa pleurer un long moment, puis il s'accroupit devant elle. « C'est Léa qui m'a demandé de venir te parler aujourd'hui. Elle m'a dit que la colère ne résoudrait rien, que tu es ma mère et que je ne serai jamais vraiment heureux si nous restons fâchés. Elle m'a dit que tu méritais de savoir la vérité. » Il prit une profonde inspiration.
Elle est même prête à te pardonner. Mais la vraie question, maman, c'est: es-tu capable de te pardonner à toi-même? Et es-tu prête à changer? Es-tu prête à enfin voir Léa pour la femme extraordinaire qu'elle est et pas pour l'image que tu t'en es faite? La question resta en suspens dans le silence de l'appartement. Pour la première fois de sa vie, Véronique ne savait pas quoi répondre. Le chemin de la rédemption allait être long, et elle savait qu'elle devait le parcourir seule, en commençant par demander pardon à ceux qu'elle avait si injustement blessés. Véronique a finalement compris. La vérité, brutale et douloureuse, a fait voler en éclats toutes ses certitudes. Le fils qu'elle pensait avoir façonné lui avait été rendu par une jeune femme qu'elle avait méprisée. Humiliée par sa propre ignorance, elle doit maintenant faire face aux conséquences de ses actes. Pourra-t-elle obtenir le pardon de Julien et de Léa? Pourra-t-elle un jour tenir dans ses bras cet enfant, symbole d'un amour qu'elle n'a pas su voir? L'avenir de cette famille repose désormais sur sa capacité à changer, à ouvrir son cœur et à accepter ses torts. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager votre ressenti en commentaire. Nous avons hâte de vous lire. Pensez-vous que le pardon est toujours possible après une telle trahison ?